Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre virtuelle d'information et d'échange sur la planification du centre-ville. Mon nom est Gabrielle Imarijon, je suis responsable de la consultation publique et la participation citoyenne à la Ville de Laval et je vais animer l'activité de ce soir. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Perrine Lapierre et Djemila Adjamou du service de l'urbanisme qui présenteront les plans détaillés préliminaires du centre-ville sous peu. J'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce soir. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel. On a reçu plus de 320 inscriptions à cette activité. Donc, je suis bien heureuse de voir que ce grand projet d'envergure qui est la planification du centre-ville suscite autant d'intérêt chez vous. Et mes collègues et moi-même sommes contents de poursuivre la démarche participative qu'on a amorcée avec vous plus tôt cette année, en mode virtuel, bien entendu. Sans plus tarder, j'inviterai M. Marc Demers, maire de Laval, et M. Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pontvio, à vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous d'être présents, de participer à cette consultation. Vous savez, la consultation pour quand vient le temps de dessiner notre ville, de décider des orientations, fait partie de notre ADN. Nous avons commencé par nous donner une vision stratégique, urbaine de nature, qui oriente l'ensemble de nos décisions depuis quelques années, le schéma d'aménagement. Et aujourd'hui, vous allez tous participer, nous faire bénéficier de votre expérience, de vos connaissances pour dessiner le centre-ville qu'on désire avoir et léguer à nos enfants. On a un grand privilège. Pendant des années, Ville de Laval, on pouvait dire qu'on ne sait pas où était le centre-ville, dépendamment qui était à l'hôtel de ville, il pouvait changer de place. Nous, on l'a trouvé, il est bien situé, il est bien stable. Le privilège est celui-ci, c'est que très peu de villes vont dessiner le centre-ville. Bien souvent, la ville se dessine en entour du centre-ville. Et ce privilège-là, bien évidemment, le faire avec l'ensemble des citoyens parce que vous devez être à l'origine des décisions, influencer les décisions parce que vous allez vivre avec les conséquences de ces décisions-là. Alors, on veut développer une ville où il fera bon vivre avec tous les services de proximité, des espaces verts, des réseaux de trottoirs routiers, pistes cyclables qui pourront nous permettre une mobilité active à travers notre ville et notre île, une île d'exception, il faut se le rappeler. Et cette soirée-ci, j'espère qu'elle sera pour vous et pour nous une soirée spectaculaire, de bonnes idées et enthousiastes. Évidemment, dessiner une ville, je dois dire, c'est un travail de plusieurs années, quelques décennies, mais les changements ne se feront pas attendre dans ce cas-ci, même si on ne pourra pas tout réaliser là, en quelques années. Alors, je tiens à vous remercier profondément, à tous d'être présents et à l'équipe qui a fait preuve de créativité pour assurer la consultation et votre participation pour déterminer quel sera notre centre-ville. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Demers. J'inviterai maintenant M. Stéphane Boyer à vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Il y a eu plusieurs consultations au fil des années qui ont eu lieu, que ce soit pour le centre-ville ou que ce soit ailleurs à Laval. Donc, je tenais ce soir à faire un petit pas de recul pour mettre tout ça en contexte parce que des fois, on peut peut-être s'y perdre. Et vous allez voir ce soir, il y a beaucoup d'acronymes qu'on est habitué à la ville d'utiliser, mais qui ne sont pas toujours accessibles là, pour le commun des mortels. Donc, si on prend un pas de recul, on se rappellera en 2015, on a adopté une vision stratégique dans laquelle on a défini qu'on voulait que Laval soit urbaine de nature, puis on a émis des grands principes. Donc ça, on est venu se donner des couleurs, on est venu se donner des valeurs, on est venu définir un peu à quoi on aspire comme ville. Ensuite, on a fait le schéma d'aménagement. Donc le schéma d'aménagement, on est venu dire, parfait, maintenant qu'on a défini c'est quoi nos valeurs à Laval, c'est quoi l'image qu'on veut de notre ville, on va
déterminer à grands traits comment est-ce qu'on aménage la ville. Donc, ici, il va y avoir un boisé protégé, ici, on va venir connecter boulevard, ici, ça va être le centre-ville, ici, ça va être une zone industrielle, etc. Et là, aujourd'hui, avec le PPU, on vient venir un petit peu plus précis. Donc, on fait un zoom sur un secteur particulier qui est le centre-ville, puis on va venir préciser, en fait, qu'est-ce qu'on veut dans ce secteur-là. Et par la suite, il va y avoir les règlements d'urbanisme qui vont s'appliquer. Et dans les règlements d'urbanisme, c'est encore plus zoomé. Donc, on va venir dire terrain par terrain, voici les hauteurs, voici les marges à respecter, voici le type de construction qu'on veut rechercher. Donc, le travail des règlements d'urbanisme, il y a une refonte pour l'ensemble de la ville en cours en ce moment. Et on fait en parallèle le PPU pour le centre-ville pour qu'on puisse arrimer la vision qu'on veut pour le centre-ville avec les règlements d'urbanisme qui vont venir régir toutes les nouvelles constructions. Donc, bref, tous ces règlements-là, c'est un petit peu comme une poupée russe. On part du très macro et graduellement, on s'en vient de plus en plus précis dans les détails du secteur. Le PPU du centre-ville est particulièrement important parce qu'il y a deux rôles. Il y a une vie de quartier, il y a des gens qui y habitent. On veut avoir des services pour ces gens-là. On veut que les gens du secteur soient impliqués, soient consultés. En même temps, le centre-ville, c'est aussi ce qui vient définir l'image de Laval auprès de beaucoup de Québécois, auprès des touristes qui vont passer à travers notre ville, auprès des gens qui transitent par Laval. Donc, ça définit un peu notre image, ça définit l'attrait qu'on peut offrir, par exemple, pour des entreprises qui voudraient s'y installer. Ça joue des rôles aussi, par exemple, retenir nos jeunes. À Laval, on a un enjeu. On a beaucoup de familles avec des jeunes enfants et souvent, rendus vers 18-20 ans, les jeunes quittent vers Montréal pour revenir juste plus tard quand ils sont prêts à fonder une famille. Ça, c'est un enjeu. Donc, comment est-ce qu'on peut retenir au sein de notre ville la tranche de 18 à 30 ans? Je crois personnellement qu'en ayant un centre-ville vibrant avec des activités culturelles, en ayant des offres en gastronomie, en restauration, en bar, c'est une façon, entre autres, de retenir nos jeunes à Laval. Donc, bref, le centre-ville, c'est à la fois un quartier où les gens habitent, puis c'est aussi notre carte de visite de Laval auprès des non-lavalois. Donc, ça va être très important tout ce qui va être défini ce soir. En terminant, je souhaite aussi la bienvenue. Il y a probablement beaucoup de mes collègues du conseil de ville qui assistent ce soir, que ce soit les conseillers, conseillères qui sont touchés directement dans le secteur ou dans les autres quartiers de la ville. Je sais que c'est une consultation publique qui est très attendue, alors je souhaite la bienvenue à tous mes collègues. Et sur ça, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, messieurs Demers et Boyer, pour ces mots de bienvenue. On va donc poursuivre avec les objectifs de notre rencontre ce soir. Nous en avons 3. Tout d'abord, de vous présenter les orientations d'aménagement et les projets phares pour le futur centre-ville, de répondre à vos questions de compréhension et ensuite de vous inviter à commenter en ligne les 6 projets phares qu'on vous présentera sous peu, à les commenter par le biais de la plateforme repensonslaval.ca, la plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit ce soir. Notre soirée va se décliner en 2 principales parties. La première partie va durer environ 30 minutes, lors de laquelle on va venir vous présenter les orientations et les projets phares. Puis, on va se garder 60 minutes pour une période de questions et de commentaires. Quelques petites précisions pratiques. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro et votre caméra tout au long de la présentation. Je vais vous demander également de mettre votre prénom et votre nom comme identifiant pour faciliter la période d'échange. Pour la période d'échange, vous pouvez utiliser l'outil Conversation. C'est la petite boîte de texte qui apparaît en orangé à l'écran. Vous pouvez utiliser cet outil pour poser des questions de 2 manières. Soit vous écrivez directement votre question ou votre commentaire dans la zone Conversation, ou alors vous pouvez préciser le souhait de prendre la parole dans cette zone-là. On y reviendra une fois qu'on sera rendu à la période de questions. Débutons tout d'abord par quelques rappels. Comme M. Boyer l'expliquait, en fait, cette démarche participative s'inscrit dans la poursuite d'activités consultatives multiples qui ont abordé directement ou indirectement le centre-ville depuis 2014. Ces éléments ont donc permis à la Ville d'élaborer une vision et des orientations d'aménagement. Donc, pour la planification du centre-ville,
la Ville de Laval n'est pas partie d'une page blanche, elle s'est basée sur le résultat de ces multiples consultations. D'ailleurs, cette vision et ces grandes orientations d'aménagement ont été présentées lors du lancement de la démarche participative pour la planification du centre-ville qui a eu lieu l'hiver dernier, en février 2020. On était supposé poursuivre notre démarche au cours du printemps et de l'été 2020, mais la pandémie nous a poussés à remettre nos activités. On a donc continué à travailler la planification cet été en collaboration avec les grands propriétaires fonciers et on se retrouve aujourd'hui, à la fin octobre 2020, pour venir présenter les plans détaillés préliminaires du centre-ville aux partenaires stratégiques. Cette rencontre a eu lieu hier matin et ce soir à l'ensemble des citoyens, au grand public. C'est une pré-consultation, donc le service de l'urbanisme va utiliser ce qui va ressortir de cette pré-consultation pour bonifier son projet de PPU et compte déposer ce projet de PPU au conseil municipal à l'hiver 2021. Puis, conformément à la loi, des audiences publiques, donc une consultation publique plus officielle, aura lieu à l'hiver ou au printemps 2021. Donc, lors de cette consultation publique, vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble du projet de PPU et émettre des commentaires par le biais de mémoires ou d'avis écrits, par exemple. Quelques rappels sur le lancement de la démarche. Pour ceux qui y étaient, vous vous souvenez, ça a eu lieu le 12 février dernier au Collège Le Tendre. On a accueilli un peu plus de 170 participants lors de cette rencontre pour venir présenter la vision et les grandes orientations d'aménagement pour le centre-ville. Puis, on a eu une période d'échange avec ces participants et les principaux thèmes qui ont été abordés dans ces échanges sont l'importance de la canopée et l'aménagement d'espaces verts dans le futur centre-ville, la mobilité active, plus précisément le confort et la sécurité des déplacements piétons et cyclables, ainsi qu'une meilleure gestion du stationnement. Et finalement, l'importance également de la mixité sociale et la diversité d'équipements afin que le centre-ville puisse desservir une panoplie de populations. Finalement, mon dernier rappel, c'est bien entendu de vous présenter le territoire du centre-ville qui fait l'objet d'une planification. Donc, on parle du territoire que vous avez à l'écran. C'est un grand L qui contient les abords des secteurs autour donc, de la station Montmorency, la Place Belle, l'Hôtel de Ville, le Centropolis et le Carrefour Laval. J'inviterai maintenant ma collègue Perrine Lapierre à vous présenter les 4 orientations pour le futur centre-ville. Merci Gabrielle. Bonsoir à tous. La présentation du PPU ce soir va se décliner en 2 grandes parties. Donc, soit celle sur les 4 orientations du PPU qui sous-tendent la vision pour le centre-ville et ça sera suivi de la présentation des 6 projets verts qui constituent des projets d'aménagement de l'espace public. Ça se veut des projets qui sont emblématiques et structurants pour le centre-ville. Donc, cette proposition-là, c'est une réponse finalement aux préoccupations et aux souhaits de la population. C'est aussi une proposition qui résulte du travail du service de l'urbanisme qui a été accompagné en fait par la firme Civility, donc une firme spécialisée en design urbain et en collaboration avec les différents services de la ville. Donc, pour commencer, les orientations présentent la direction qu'entend prendre la ville pour guider le développement du centre-ville de Laval pour les prochaines décennies. C'est une feuille de route en quelque sorte. Donc, le PPU du centre-ville, c'est avant tout un PPU de grande transformation qui va se concrétiser sur du long terme. Les plans que vous allez voir ce soir, c'est des représentations d'une vision à l'ultime. Donc, c'est des plans qui sont à titre indicatif, je dirais, qui pourront éventuellement évoluer pour rendre compte des réalités du futur qu'on ne connaît pas nécessairement à ce stade-ci, mais aussi parce qu'à plus court terme, parce qu'on est encore en cours d'élaboration de ce PPU-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces plans-là et ces orientations qui vont vous être présentées ce soir, elles représentent des intentions qui sont profondes et affirmées là, pour guider le redéveloppement du centre-ville. Donc, on y va. Donc, lors des consultations publiques, vous nous avez fait comprendre que le centre-ville manquait d'espace vert, de verdure. On vous a entendu. Et quand on regarde la première orientation, donc l'orientation 1,
C'est une orientation qui répond à cette préoccupation et qui est sans doute l'orientation la plus fondamentale, je vous dirais, là, du centre-ville, du PPU, qui va doter en fait le centre-ville d'une nouvelle identité, d'une signature verte qui va passer par le déploiement d'une trame qui va être verte, étendue, accessible et connectée. En fait, ça va être la nouvelle armature qui va orienter la transformation du centre-ville en dictant le développement qui va y prendre, en fait, qui va y prendre place dans les prochaines décennies. Par cette orientation-là, on vise, en fait, 3 éléments fondamentaux. Donc, une augmentation générale de la proportion des milieux naturels, des parcs, des espaces publics, de manière à consolider la trame verte et bleue lavalloise. On vise également une intensification du verdissement sur le domaine privé et ça va également passer par la concrétisation de gestes forts à valeur identitaire. On parle entre autres du parc linéaire qui est au cœur du centre-ville, que vous pouvez apercevoir sur le plan, ainsi que le plan métropolitain sur le site de l'ancienne carrière Lagacé, qu'on verra plus tard là, dans les projets phares. Il faut également souligner l'aspect utilitaire de ces infrastructures vertes qui vont vraiment permettre d'améliorer la résilience du centre-ville. On peut penser entre autres à l'amélioration de la rétention des eaux de pluie, puis à la diminution aussi du phénomène des îlots de chaleur qui est très présent au centre-ville par la présence là, des vastes stationnements qu'on y retrouve. Donc, avec cette proposition-là, on est définitivement ancré dans la vision urbaine de nature qui est chère à la ville de Laval. Ce que vous pouvez voir à l'écran ici, c'est je vous dirais, des sources d'inspiration, des aménagements, des comparables qui pourraient inspirer la ville de Laval. Donc, on parle d'aménagements qui sont souvent, qui rencontrent plusieurs vocations, qui sont multivocationnels, qui sont aussi ludiques pour favoriser l'appropriation de ces espaces-là. Mais on peut aussi penser à des aménagements qui sont plus légers, moins intensifs, notamment pour le bois Armand-Frappier. Vous nous avez également mentionné lors des consultations publiques que le centre-ville manquait de rues, que ce n'était pas nécessairement très aisé de s'y déplacer. Donc, on vous a entendu et l'orientation suivante vise à justement à repenser, à déployer la trame de rue au centre-ville en assurant le prolongement de certains axes, en ouvrant de nouvelles rues et en intégrant aussi des liens actifs dans le tissu urbain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la rue, c'est pas juste utile pour la mobilité, c'est également un important réseau d'espaces publics dans la ville. Et donc, le déploiement de ce réseau de rues-là, ça va aussi contribuer à consolider le réseau d'espaces publics qui est proposé dans l'orientation qu'on vous a présentée précédemment. Donc, ces interventions-là vont avoir une incidence importante sur la morphologie urbaine, sur la forme urbaine et sur l'animation au centre-ville, notamment par une plus grande interface de l'espace public et privé. Donc, l'objectif qui est poursuivi par cette orientation-là, c'est d'augmenter la perméabilité de la trame urbaine tout en diminuant la superficie des vastes îlots qui caractérisent le centre-ville, notamment par la présence des grands centres commerciaux qu'on y retrouve à plusieurs endroits. Donc, ça va permettre de développer des quartiers à une échelle plus humaine. La trame que vous voyez à l'écran, elle est conceptuelle. On poursuit notre réflexion encore aujourd'hui, mais elle démontre quand même nos ambitions à ce chapitre. Donc, il va s'agir aussi de hiérarchiser les différentes voies de circulation pour décupler les possibilités en termes d'itinéraire au centre-ville, de créer des ambiances urbaines qui sont variées et aussi de mieux drainer la circulation au sein des différents secteurs du centre-ville. Donc, il va aussi y avoir une amélioration du design urbain au niveau des interfaces entre la rue et les bâtiments pour assurer aussi une meilleure intégration de ces différentes composantes-là. Cette orientation-là va impliquer aussi un arrimage avec la planification des infrastructures. Là, on fait référence ici à l'aqueduc et aux égouts, avec la réalisation de cette trame de rue-là pour assurer une desserte adéquate pour les nouveaux développements qui vont prendre place au centre-ville. Donc, pour illustrer notre propos, on a effectué à l'interne des exercices de comparaison pour voir ce qu'on proposait d'aller chercher en termes de rues et de transposer ces données-là en termes de superficie et en nombre d'intersections. En fait, on s'est basé sur une portion du centre-ville qui se situe aux abords du centre-police. Et quand on regarde les rues qui s'y trouvent, ça représente à peu près 14% de la superficie de ce territoire-là.
Avec ce qu'on propose d'aller chercher, on pourrait atteindre 20% là, de superficie au niveau de l'assiette de rue. Donc, ça reste quand même assez conservateur quand on se compare, admettons, à Montréal, où on retrouve à peu près une superficie de 29% là, pour les rues au centre-ville, ou à Manhattan, où on est plutôt autour de 36%. Quand on regarde le nombre d'intersections, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est un indicateur qui est utilisé souvent dans l'aménagement des quartiers durables. Le critère LEED, Neighborhood Development, recommande à peu près 113 là, intersections au kilomètre carré. À Laval, on a, pour la portion de territoire que vous avez à l'écran, on a 16 intersections au kilomètre carré. Et avec ce qu'on propose de faire, on atteindrait à peu près 108 intersections au kilomètre carré, dont on se rapproche quand même beaucoup plus du critère LEED là, qui est suggéré. Donc, ça reste quand même en deçà du critère de ce qu'on retrouve à Montréal et un peu plus qu'à Manhattan. Et quand on parle de rue, donc, il y a différentes typologies et gabarits de rue. Donc, quand vous regardez la portion droite de votre écran, vous avez, vous pouvez voir, admettons, une voie piétonne ou une voie partagée, une rue locale ou une rue collectrice. Donc, c'est différentes typologies là, de rues, mais dans tous les cas, le verdissement va toujours occuper une place importante. Vous voyez à l'écran différents aménagements là, pour ces différents gabarits de rue. Plusieurs de ces aménagements se retrouvent à Laval, donc on a déjà cette expertise-là. On a déjà là, une sensibilité à cet effet-là. Également, lors des consultations publiques, vous nous avez mentionné qu'il n'était pas toujours aisé de se déplacer au centre-ville. Il manquait d'alternatives là, pour les déplacements, et aussi vous nous avez mentionné le caractère peu convivial là, de ces déplacements au centre-ville. Encore une fois, on vous a entendu, et c'est pour ça que la troisième orientation du PPU va viser à déployer une mobilité diversifiée et durable au centre-ville. C'est une orientation qui traduit la volonté de rééquilibrer la place et l'espace dédié aux différents usagers là, des voies de circulation. Donc, on fait référence là, aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes. On fait également référence à tout autre mode de transport, là, comme le Segway ou la planche à roulettes, par exemple. Et donc, on vise à aménager là, des infrastructures qui seraient nécessaires pour répondre efficacement à ces différents besoins. Évidemment, on va accorder une attention très importante à la place de la mobilité active au centre-ville. Le futur réseau de mobilité active va devoir répondre à des besoins tant récréatifs qu'utilitaires. On va vouloir assurer une continuité des réseaux qui sont en place, donc par des trottoirs plus généreux, des pistes cyclables unidirectionnelles sur chaque côté des voies qu'on va aménager. Donc, et on va privilégier des tracés qui vont être efficaces, des aménagements qui vont être confortables et sécuritaires, où le piéton va occuper une place importante. On va vouloir aussi arrimer les infrastructures de mobilité active au réseau de transport en commun et des espaces verts. Et évidemment, on va viser par cette orientation-là à consolider l'offre en transport en commun en améliorant la fréquence et l'étendue de la desserte, là, notamment par l'aménagement de corridors de bus à haut niveau de service ou le prolongement du métro ou l'intégration possible du REM dans l'emprise de l'autoroute 15. Évidemment, cette proposition-là va nous permettre d'envisager, d'envisager le futur, puis aussi de pouvoir solliciter les partenaires là, impliqués pour concrétiser les gestes structurants là, en transport en commun au centre-ville. Donc, vous pouvez voir à l'écran. Je suis allée un petit peu trop vite, mais en tout cas, je reviens en arrière. Là, différents types d'aménagements, justement, pour favoriser ces types de mobilité active et des transports en commun. Et également, ici, ça fait aussi allusion à la place du piéton, là, qui est très importante là, dans notre réflexion, et où la qualité des aménagements va devoir être privilégiée. Là. Et ces illustrations-là nous permettent aussi d'apprécier la relation étroite entre la notion de rue et de l'espace public, où ça devient vraiment agréable de pouvoir déambuler et de socialiser. Là. Et finalement, vous nous avez également mentionné lors des consultations qu'il manquait d'ambiance et d'animation au centre-ville. C'est une réalité qui nous préoccupe également. En fait, le défi, c'est qu'une fois qu'on a réalisé le canevas de base avec les 3 orientations précédentes, comment on peut faire pour que le centre-ville soit animé? Parce que fondamentalement, ce qu'on souhaite, c'est que les gens y viennent puis que les gens s'approprient le centre-ville. Donc, la 4e orientation,
vise justement à doter le centre-ville de quartiers qui sont animés, habités et distinctifs. Donc, pour assurer justement la venue de nouveaux ménages et de familles au centre-ville, il va falloir assurer le déploiement d'une offre institutionnelle et communautaire pour répondre aux besoins de ces populations-là. Il faudra également assurer une diversification des typologies résidentielles et soutenir aussi la réalisation de projets de logements sociaux et abordables. La mixité des usages va être également fortement encouragée au centre-ville avec l'implantation de commerces de proximité là, pour favoriser les déplacements de courte distance. Aussi, le centre-ville, là, on l'a mentionné, c'est le cœur économique d'une ville. Puis à cet effet-là, il va être important aussi de développer, de consolider des pôles économiques forts avec des emplois à haute valeur ajoutée, notamment. On peut penser, entre autres, à la Cité de la Bibliothèque et à la future Cité de l'Innovation. Et bien sûr, l'animation puis la programmation des espaces publics durant toutes les saisons va contribuer à dynamiser le centre-ville et à favoriser son appropriation là, par ses usagers et ses résidents. On a pu constater, entre autres, l'engouement pour les événements là, dans le cadre des zones musicales au centre-ville. Donc, il y a vraiment de la place là, à multiplier ce genre d'initiatives au centre-ville. Évidemment, cette intensification-là des activités au centre-ville va impliquer une densification du cadre bâti, mais pas à n'importe quel prix. Celle-ci va devoir se traduire par la compacité des projets immobiliers et afficher, ou ce qui devront afficher une qualité architecturale. Pour ce faire, le PPI va prévoir une série de balises d'aménagement qui vont servir de ligne directrice dans la conception des futurs projets. Donc, on pense entre autres à la mixité des usages, à la variété des types résidentiels, l'encadrement des rues, le respect de l'échelle humaine aussi, un verdissement abondant au sein des projets, la question de l'ensoleillement et autres balises. Donc voilà, ça complète la section des orientations. Je laisse la parole à Jimila pour les projets phares. Merci Perrine. Dans le fond, on va vous présenter, en lien avec ce que Perrine vient de présenter, les intentions générales pour l'ensemble du secteur. Ici, c'est ce qu'on a appelé un petit peu les 6 projets phares ou les 6 projets, les premiers grands gestes structurants qui vont venir justement donner le ton et de confirmer, de consolider l'identité qu'on veut donner à notre centre-ville. Je tiens tout de suite à nuancer, il va y avoir des gestes aussi pour les autres secteurs à redévelopper. C'est vraiment les premiers secteurs qu'on voit, qu'on va vous présenter, mais qui vont aussi inspirer d'autres, qui vont venir aussi s'ajouter à cette panoplie de gestes, qui vont venir aussi permettre le redéveloppement des secteurs, par exemple, plus au nord et plus à l'est de l'autoroute 15. Donc ces 6 projets phares, le premier geste majeur qu'on veut vraiment faire, c'est vraiment venir créer un parc linéaire, on l'appelle communément la coulée verte, qui va venir rejoindre et qui a été en fait proposé aussi par notre consultant, auquel on a vraiment adhéré. Donc c'est vraiment venir relier le carré Laval, vraiment venir un petit peu lier un petit peu tous les espaces naturels qu'on a. Donc carré Laval, le bois Armand-Frappier, carré Laval, bois du Trécarré, jusqu'au bois du Souvenir. Donc l'idée, c'est vraiment de venir créer un lien qui va relier un petit peu tous ces espaces verts, ces espaces naturels entre eux, avec justement comme support, c'est le rappel de l'ancien rang ou du chemin du Trécarré qui vient donner un peu une identité à ce geste très fort qu'on veut vraiment qui représente, qui vient chercher tous les Lavallois. Donc c'est vraiment, ça vient relier le quartier entre eux, donc ça va permettre, c'est vraiment, on souhaite une plateforme végétalisée au-dessus de la 15, on sait que c'est des choses à évaluer, mais l'idée c'est vraiment de faire, justement de venir un petit peu couper un peu cet obstacle qu'est la 15 par ce grand geste-là, en favorisant un lien entre les quartiers. Donc un parc qui va être à définir avec plusieurs ambiances, donc relaxation, gestion de l'eau, présence de plans d'eau, éventuellement observation, jeu, encadrement, des pistes polyvalentes pour toutes sortes de déplacements, que ce soit en vélo, en tricycle, en Segway, je pense que c'est ça, dans toutes sortes vraiment de modes de déplacement actifs qu'on voudrait, dont la population pourrait profiter. Et donc, il y a toute une programmation qui s'en viendrait à une étape ultérieure. Quelques projets d'inspiration.
où justement on voit un déploiement de parcs linéaires, dont celui peut-être le plus parlant, c'est le Big Dig, je pense, de Boston. Donc c'est vraiment le démantèlement de l'autoroute. Je dis toujours à la blague, on n'est pas en train de démanteler la 15 pour le moment, pas pour le moment, mais c'est vraiment de venir créer un geste est-ouest qui vienne justement permettre de franchir cette barrière qu'est la 15. Le deuxième boulevard, je vais trop vite. Le troisième... Le 2, je pense que je suis allée vraiment trop vite, excusez-moi. Oui, mais c'est ça. Vas-y, vas-y. Le 2. Le projet 2, c'est vraiment le boulevard urbain. C'est Saint-Martin qui est aussi un tracé, qui représente un tracé fondateur de l'île Jésus, qu'on veut vraiment venir mettre en valeur, donc très minéralisé présentement, avec une emprise très généreuse. On veut vraiment se donner l'opportunité de le redévelopper, de le verdir, d'en faire vraiment un axe de promenade qui va plus être approprié par différents usagers plutôt que uniquement par les automobilistes. Donc l'idée, c'est de venir densifier les abords, d'implanter éventuellement un mode de transport structurant et performant qui va permettre de venir justement articuler et permettre la densification le long de cet axe-là, qui pourrait se poursuivre en dehors du centre-ville, donc aussi bien vers l'ouest qu'à l'est. Donc l'idée, c'est vraiment de venir vraiment donner l'opportunité de revoir le paysage. Quelques exemples avec justement l'implantation de modes de transport, que ce soit tramway ou que ce soit comme ce qu'on a sur le Corbusier, ou que ce soit en rive. C'est vraiment encore en réflexion, mais l'idée, c'est vraiment de se donner un petit peu l'intention de vraiment de redévelopper cet espace-là. Donc, dans cette idée, c'est vraiment d'élargir éventuellement les trottoirs, de se donner de la place de la plantation, d'avoir des bâtiments qui encadrent le boulevard, dans le fond, qui permettent un petit peu de sécuriser les déplacements piétonniers au lieu de justement traverser de longs stationnements le long du boulevard. Donc, c'est vraiment se donner tous les paramètres, tous les éléments, tous les ingrédients pour permettre de faire de ce boulevard vraiment un espace convivial. Le troisième projet, c'est vraiment la boucle culturelle. On est vraiment dans le secteur de Montmorency, dans le secteur justement éducatif, et puis où il y a la présence déjà de certains bâtiments culturels. C'est de venir confirmer un petit peu particulièrement ce secteur, mais ça n'empêchera pas que ça peut se déployer ailleurs dans le centre-ville. Mais l'idée, c'est partir un petit peu des métamorphoses créatives qui viennent un petit peu confirmer, venir rejoindre un petit peu les parvis des différentes institutions ou les espaces publics, notamment la rue Jacques-Tétrault, qui va être prévue plus qu'en rue partagée, la rue Claude-Gagné, qui est déjà aménagée. C'est vraiment des rues qui vont permettre de déployer une offre en termes d'œuvres d'art ou en termes d'exposition ou d'événements de toutes sortes. On vient vraiment un peu confirmer ce rôle-là au niveau de ce secteur-là. Donc ça, c'est des exemples que vous voyez, qui va se refléter aussi bien dans des aménagements temporaires que dans des aménagements permanents, au niveau du mobilier notamment, et avec la tenue potentielle d'événements, on pourrait même venir fermer certaines rues. Le quatrième projet, on l'a appelé l'Esplanade de l'avenir. C'est un projet vraiment qui vient permettre de redéploiement, de redévelopper de part et d'autre, notamment de Le Corbusier. On vient faire un geste d'une rue qui a une autre hiérarchie d'échelle. On n'est pas dans le grand parc, on n'est pas vraiment dans le grand boulevard Saint-Martin, mais c'est comme un autre niveau hiérarchique qui pourrait être pensé pour venir articuler les futurs développements. Nous, on l'appelait le PI parce que c'est en fait un secteur, c'est un lien est-ouest, mais en même temps qui permet le rabattement ou les liens directs avec la coulée verte. Donc, ça serait l'occasion notamment d'avoir vraiment de mettre en place des mesures de développement durable, donc la rétention des eaux. Ça permet aussi à une autre échelle de venir rejoindre les futurs résidents. Ce genre de geste, on le voit aussi ailleurs, que ce soit dans la partie nord, au nord de le Carrefour, ou dans d'autres secteurs qui pourraient se redévelopper, par exemple à proximité de Le Corbusier au nord de Saint-Martin, qui pourraient se décliner autrement. Mais c'est vraiment des gestes forts qui viennent articuler ou permettre un redéveloppement avec un certain caractère et une certaine identité. Quelques exemples que vous voyez, évidemment, on veut des espaces 4 saisons.
idéalement. Donc, ça pourrait prendre plusieurs formes. C'est vraiment des inspirations avec des plans d'eau, sans plan d'eau, avec l'utilisation de sentiers à 4 saisons, etc. Le 5e projet, que vous connaissez peut-être déjà, c'est vraiment ce qu'on appelle le parc de l'innovation. C'est au niveau de l'ancienne carrière Lagacé, c'est le carré Laval, qui, en même temps, contribue à la consolidation de cette coulée verte ou de ce parc linéaire Est-Ouest, parce qu'il crée vraiment un moment qui vient poursuivre un petit peu le boisement frappier qui pourrait comme venir se prolonger en une forêt urbaine dans le carré Laval, la mise en valeur du plan d'eau, les potentiels de constructibles qui est vraiment tout autour, parce qu'on a vraiment les bons terrains, sur Daniel Johnson, sur Saint-Martin, sur du Souvenir et en partie aussi le long de l'autoroute 15. C'est vraiment développer ce secteur-là pour en faire un grand lieu de destination et mettre en valeur un petit peu les caractéristiques paysagères qui sont cachées présentement dans la falaise. On veut vraiment ouvrir cet espace-là à la population qui puisse être accessible et utilisable. Donc, le parc d'innovation, donc il y a vraiment plusieurs, évidemment, on va en faire un pôle d'emploi, mais mixte. On veut vraiment que ce soit un lieu habité aussi. Donc, l'idée, c'est de travailler un petit peu avec le plan d'eau, de l'utiliser en partie pour de la rétention, en partie pour de la baignade, et aussi mettre en valeur tous les éléments caractéristiques. La falaise, quand même, c'est une vue imprenable qu'il faut absolument que les Lavallois découvrent. Le 6e projet, c'est aussi, je le comparais un petit peu au même niveau que l'Esplanade. C'est un projet plus à l'échelle, disons, micro, à l'échelle de quartier. Il est déjà là, c'est vraiment la rue commerciale au niveau de Centropolis que beaucoup de Lavallois connaissent et qu'ils fréquentent. Donc, c'est venir comme confirmer un peu ce type de rue, ce type d'espace public qui peut venir jouer un rôle et qui peut venir consolider le redéveloppement. Donc, cette rue-là, donc c'est vraiment la formaliser. C'est une rue qui est vraiment, qui peut même être fermée, qui va vraiment, qui vient articuler plus pour l'instant du commercial, mais qu'on pourrait très bien envisager de la mixité éventuellement résidentielle. Mais aussi, c'est vraiment, ça va permettre aussi de faire le lien qu'on a déjà entamé à l'ouest de Daniel Johnson, qui vient vraiment entamer un petit peu, couper un peu un grand îlot et qui permet vraiment une perméabilité est-ouest, et ainsi que nord-sud, qui pourrait rejoindre un petit peu Pellado jusqu'au Cosmodome. Quelques exemples d'inspiration. On a déjà quand même, il y a déjà des aménagements intéressants présentement, mais qu'on pourrait peut-être venir plus consolider ou affirmer dans la perspective d'avoir cette rue qui est plus à l'échelle de quartier. Ce qui complète la présentation. Donc voilà, bienvenue dans Centre-Ville. Merci. Merci beaucoup, Jemila et Perrine, pour cette présentation visuelle très inspirante. On va maintenant passer à notre période d'échange et de questions. Juste quelques petites précisions. En fait, avant de passer à la période d'échange, j'aimerais vous mentionner que la présentation que vous avez à l'écran va être disponible dès ce soir sur repensonslaval.ca/centre-ville. Vous pourrez donc la consulter en format PDF. De même, la vidéo de cette soirée sera disponible dès demain sur Repensons Laval, encore une fois. Et les modules d'interaction, en fait, pour commenter les projets phares que Jemila vient de vous présenter, seront activés ou sont, en fait, déjà activés. Donc, on vous invite à les commenter, à nous faire part de vos impressions, de vos commentaires, en fait, sur les 6 projets phares. Alors, avant de poursuivre avec la période d'échange, je vous rappelle que pour interagir avec nous, vous pouvez le faire par le biais de l'outil Conversation. C'est donc le chat. En anglais, c'est une petite boîte qui ressemble à un texto. Vous l'avez entouré en orangé à l'écran. Vous pouvez donc écrire directement votre question dans cette zone où vous pouvez préciser votre souhait de prendre la parole. Je sais qu'il est probable que certains d'entre vous n'aient pas accès à l'outil Conversation parce que peut-être que vous n'avez pas la dernière version de Teams et que votre seul moyen d'interagir avec nous, c'est de lever la main. Donc, vous avez sans doute une petite main, c'est correct. Si vous n'avez pas accès au chat, que vous ne pouvez pas utiliser cet outil-là,
vous pouvez lever la main, on vous accordera la parole en temps et lieu. On va y aller en ordre chronologique de à quel moment est-ce que les mains se sont levées ou à quel moment est-ce que les commentaires sont arrivés. Alors, je vais commencer par M. Patrick Lausière qui nous demande « Est-ce que vous prévoyez avoir des secteurs à circulation basse vitesse de style superbloc dans lesquels les piétons, les cyclistes peuvent circuler de façon sécuritaire avec un accès limité aux véhicules moteurs. » Il rajoute également « S'il vous plaît, attention de ne pas refaire comme le Corbusier qui est, selon moi, un exemple des difficultés de la mixité entre les vélos et les automobiles. La circulation y est difficile depuis les nouveaux aménagements. » Je veux juste vous rappeler, on a Perrine et Jemila qui sont avec nous pour répondre aux questions. J'ai également plusieurs de mes collègues qui sont en ligne virtuellement avec nous. On a des collègues du service de l'ingénierie, de l'environnement, du bureau du développement du centre-ville, de la division art et culture, des travaux publics également. Et peut-être que pour répondre à cette question, j'inviterai mon collègue Jean-Sébastien Audet à répondre. Jean-Sébastien, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Alors, merci pour la question. Effectivement, comme Perrine l'a présenté tout à l'heure, il y a, oui, une intention de créer des liens, justement, de type circulation plus douce. Donc, présentement, évidemment, vous avez des grandes artères qui entourent les différents secteurs du centre-ville, mais il y a, oui, une intention de créer des liens à mobilité douce à travers ces quartiers. Pour ce qui est du cas du boulevard Le Corbusier, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait justement un suivi en termes de sécurité routière depuis les travaux. Et je tiens à vous dire qu'au niveau sécurité, c'est vraiment un très, très grand succès. En fait, on est passé d'une quarantaine d'accidents par année en moyenne sur ce corridor-là à une vingtaine. Et ça, c'est pour tous les types d'usagers, donc tant pour les piétons, les cyclistes, mais aussi les automobilistes. Donc, le fait aussi de séparer les conflits autobus des cyclistes qui avant étaient en rive, maintenant qui se retrouvent en centrale. Donc, il n'y a plus ce conflit lors de l'embarquement, débarquement des usagers. Donc, il est également un autre gain. Mais écoutez, on est là pour écouter aussi vos suggestions, vos idées. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va passer maintenant à une question de Louise Labrie, qui nous demande « Vous proposez des rues dans les centres commerciaux, Centre Laval et Galerie Laval. Est-ce que la Ville devra débourser un montant d'argent pour l'expropriation? Y a-t-il des pourparlers d'entamer avec Cominard et la FTQ? » Pour répondre à la question, j'invite ma collègue Perrine. Oui, bonsoir, Madame Labrie. Donc, effectivement, vous avez bien noté, on a, en fait, la vision qu'on a pour ces secteurs-là, c'est vraiment de pouvoir, justement, redévelopper des quartiers à échelle plus humaine. Évidemment, c'est des projets qui vont se faire sur du très long terme, au gré des opportunités aussi. Pour votre information, la FTQ et le Cominard, les différents propriétaires immobiliers de grande envergure ont été rencontrés pour qu'on puisse leur partager notre vision. Il n'y a pas de décision prise à ce moment-là. On ne parle pas non plus nécessairement d'expropriation. Je vous dirais qu'il y a plusieurs façons de procéder. Ça peut être des cessions de rue, ça peut être de l'acquisition ou aussi l'expropriation. Comme je vous disais, il n'y a pas de décision, mais il y a déjà des discussions là, avec les grands propriétaires. Mais comme on vous le disait, c'est du très, très long terme, évidemment. Merci beaucoup, Perrine. On poursuit avec deux questions de François Goudreau, qui souhaite savoir le pourcentage du terrain du centre-ville qui est déjà bâti. Et dans un deuxième temps, pourquoi le prolongement du boulevard Souvenir au-dessus de la voie ferrée n'est pas prévu. Encore une fois, je passe la parole à Perrine. Oui, bonsoir, M. Goudreau. Donc, pour ce qui est du pourcentage de construction au centre-ville, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les stationnements représentent à peu près 25% de la superficie du centre-ville. Donc, ce chiffre-là démontre quand même toute la possibilité qu'il y a au niveau du redéveloppement, de la densification de ces espaces qui sont sous-exploités dans un secteur de la ville où la valeur des terrains est quand même assez élevée.
pour répondre à votre deuxième question au niveau du boulevard du souvenir, sur le plan de la mobilité active, on prévoit éventuellement un lien qui pourrait être réalisé, mais au niveau véhiculaire de voies là, de circulation, il n'y a pas de projet à cet effet-là. Je vous rappellerai qu'il y avait quand même une volonté là, justement d'assurer la protection du bois du souvenir. Donc, cette réalité-là, où en fait le fait de ne pas prolonger le boulevard du souvenir, c'est pour enfin assurer la protection de ce bois-là, mais de pouvoir assurer son accessibilité par un lien actif, c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Pardon, je m'excuse, je vais juste... Donc, en fait, c'est François Goudreau qui ajoute une autre question, qu'il parle du projet de l'esplanade de l'avenir. Il précise que ce projet phare comprend des centres commerciaux. Votre plan prévoit donc le redéveloppement de ceux-ci. Avez-vous un contrôle sur ceux-ci? Et Jemila va répondre à la question. En fait, ce terrain, effectivement, ça ne nous appartient pas. C'est vraiment, ça appartient à un propriétaire. Mais la plupart des terrains du centre-ville appartiennent à d'autres propriétaires. L'intention là-dedans, c'est vraiment de concevoir des gestes assez structurants qui font que, au moment où le promoteur est prêt vraiment à redévelopper surtout certaines sections, parce qu'on conçoit que ça coupe ses bâtiments, c'est comme il faudrait les démolir. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision long terme. Il y a des choses qui vont se réaliser plus rapidement, à plus court terme, où il y a, comme par exemple, il n'y a pas nécessairement des obstacles, où il peut y avoir une première partie en phase 1 qui va se développer près des boulevards, mais c'est des choses qu'il faut qu'on planifie dès maintenant. On pourra à ce moment-là voir avec les propriétaires la stratégie. Est-ce que c'est expropriation, acquisition, partenariat, entente? Ça, on ne le sait pas encore. C'est des choses sur lesquelles on va travailler pour les prochains mois, mais c'est d'abord énoncer les intentions qu'on veut partager avec les propriétaires, qui peuvent aussi évoluer d'une certaine manière à un moment donné. C'est-à-dire, si on n'est pas prêt avant 10-15 ans, c'est possible qu'on revoie certains projets aussi. Merci, Jemila. On poursuit avec Camille, qui nous demande quelle serait la période estimée pour réaliser ces projets. Est-ce qu'on parle de 10, 20 ans? Perrine va répondre à cette question. C'est une excellente question, mais malheureusement, je n'aurai pas de réponse précise à vous donner ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un PPU qui va se réaliser sur du très long terme. On parle de grandes transformations. Donc, quand on parle de vision à l'ultime, on peut parler de d'ici 50, 60, 75 ans aussi. C'est vraiment au gré des opportunités. Évidemment, il y a des choses qui vont se réaliser à plus court terme, mais comme on disait aussi, c'est un PPU qui risque aussi d'évoluer dans le temps, là, dépendamment de certaines réalités qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Perrine. Muriel Guerrero nous demande, est-ce que les stationnements des centres commerciaux, le Carrefour Laval et Place Laval, vont être verdis avec des arbres dans les allées de stationnement? Et à cet égard, Jemila a une réponse. On le souhaite. Ça va aussi dépendre des travaux que vont faire les propriétaires. S'il y a des agrandissements, s'il y a des projets de développement, ça va être l'occasion effectivement de planter plus ou de commencer à ouvrir certaines rues. Donc oui, il va falloir faire des travaux. En tant que ville, on peut pas les faire sur les propriétés privées, mais par contre, advenant justement des propositions de projets de redéveloppement, c'est des choses auxquelles vraiment on tient, puis même le verdissement, c'est vraiment qui va prendre toute sa place, même au niveau des nouveaux règlements d'urbanisme, mis à part le PPU. Merci beaucoup, Jemila. Sylvain Yel nous explique, nous mentionne qu'il s'agit de projets inspirants, qu'il a manqué le début et qu'il demande s'il y a une feuille de route avec un échéancier à haut niveau. Je pense que déjà, juste, Monsieur Yel, je voulais vous rassurer, la présentation est disponible sur repensonslaval.ca. Vous allez donc pouvoir voir les sections que vous avez manquées. Et pour l'échéancier, je relance la balle à Perrine.
Ben, on n'a pas présenté à ce stade-ci d'échéancier. Évidemment, dans le PPU, il va y avoir un plan d'action avec des horizons, je dirais, de réalisation là, des différentes actions qui sont proposées. Donc, ce sera à voir là, dans la version du PPU là, qui sera adoptée là, ultérieurement. Merci, Perrine. Mathieu demande, avez-vous pensé à planifier des passerelles aériennes au-dessus de l'autoroute 15 afin de favoriser les déplacements actifs? Et Jemila va répondre à cette question. La réponse est oui. La première grande passerelle, c'est le parc linéaire, disons. En tout cas, c'est l'intention, c'est d'avoir un lien assez direct. La deuxième, à laquelle on pensait, puis qui est vraiment, encore une fois, comme disait Perrine, on continue à travailler sur l'ensemble du secteur pour valider plusieurs éléments. Et une des intentions, oui, c'est peut-être d'avoir une passerelle qui viendrait rejoindre soit la Cité de la Bibliothèque ou, en tout cas, à ce niveau-là, il y a quelque chose auquel on pense, qui nous avait été proposé par notre consultant et sur laquelle on travaille présentement pour envisager jusqu'à quel point on pourrait avoir une passerelle aérienne avec une certaine signature, même architecturale, idéalement. Merci, Jemila. On a M. Luc Dubois qui souhaite prendre la parole, ou en fait qui a levé la main. Alors, M. Dubois, si vous êtes encore avec nous, je vous invite à activer votre micro, ouvrir votre caméra si vous le souhaitez et à nous poser votre question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Excellent, merci. Ben, bravo pour votre présentation. J'habite le secteur plus à l'ouest, à l'est, boulevard Concorde et Laval. Et puis, je comprends pas pourquoi que le parc linéaire, ou en tout cas la voie linéaire de Souvenir devrait... elle arrête à Laval, le boulevard Laval. Donc, ça serait peut-être intéressant de le faire prolonger jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la rue Robert-Élie, l'ancienne rue Robert-Élie, parce qu'on habite ce secteur-là, puis le boulevard Souvenir est vraiment poche à ce niveau-là. Et puis, concernant la circulation des piétons, j'apprécierais qu'on m'explique si on va éliminer les virages à droite sur le boulevard, par exemple, de la Concorde ou le boulevard Laval vers l'Avenir, où, comme piéton, c'est une aventure d'une vie pour traverser les voies, soit pour accéder au métro de la Concorde ou pour traverser le boulevard Saint-Martin à partir du boulevard Laval. Surtout que c'est des accès en trompette, là, si je peux dire. Il faut traverser une première voie pour accéder à un îlot pour traverser les 6 voies de large de Saint-Martin. Est-ce que ça va être sécurisé, ces endroits-là? Merci. Merci, M. Dubois. Donc, pour la première partie de votre question concernant la coulée verte, je vais inviter Jemila à répondre et puis après, j'inviterai mon collègue Jean-Sébastien Audet à prendre la deuxième partie de votre question. Jemila? La coulée verte, en fait, le parc linéaire, c'est vraiment une intention d'aller rejoindre tous les milieux naturels. C'était parti de là. Donc, à partir donc du Souvenir, bois Armand Frappier, Carré Laval, et puis s'acheminer jusqu'au bois, le boisé du Trécarré, et même aller jusqu'aux abords du bois du Souvenir. C'est vraiment l'intention d'y aller. Est-ce que ça va être uniforme? Peut-être pas, parce qu'on ne peut pas tout raser sur le chemin et acquérir. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un lien, comme on dit, en pas japonais. Donc, parfois, ça va être avec des emprises ou des terrains assez importants en termes de paysage, en termes de milieu naturel. Mais parfois, on va peut-être aménager les rues, planter plus, pour mener justement, pour que ça fasse un corridor, une signature cohérente jusqu'au bois du Souvenir. Donc, l'intention, c'est vraiment d'y aller d'un bout à l'autre. Merci, Jemila. Et pour la question sur les virages à droite, Jean-Sébastien, est-ce que tu pourrais répondre, s'il te plaît? Oui, certainement. Merci pour votre question. Effectivement, la place du piéton est primordiale au centre-ville. Il y a une intention claire à l'effet d'améliorer les conditions de circulation pour les piétons. On a des grands boulevards à traverser. Vous l'avez probablement vu avec Saint-Martin et le Corbusier, il y avait des îlots déviateurs pour le virage à droite avant, à 3 des 4 coins. Donc, il y a une intention de retirer ces îlots déviateurs de virage à droite graduellement sur notre territoire au fil des projets de réhabilitation de rue.
Plus spécifiquement pour votre question, au niveau du virage à droite sur feu rouge, tout peut être regardé effectivement et on essaie évidemment de trouver un équilibre pour ne pas trop impacter la circulation automobile aussi. Donc, c'est regardé au cas par cas. Donc, pour votre point, on en prend bonne note et puis on pourra regarder plus finement. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On passe à une question de Olivier Rebouillat qui nous demande comment sera connecté le centre-ville aux autres quartiers. Devrons-nous utiliser la voiture? Et Jemila va répondre à votre question. Mais oui, bien sûr. Non, pas juste la voiture. En fait, l'idée, c'est de faire de la place aux autres usagers. C'est pour ça aussi qu'on crée des rues et probablement des intersections. C'est pour avoir des alternatives, pour avoir des intersections sécurisées. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir se déplacer à pied, ce qu'on ne fait pas toujours maintenant. Mais pour cela, il faut non seulement avoir des rues, des liens, mais il faut qu'on soit tenté de le faire et qu'on soit un petit peu sécurisé et qu'on ait le goût de se déplacer d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'on pense que ça passe par les aménagements de qualité au niveau du domaine public, mais aussi d'interfaces intéressantes au niveau des bâtiments. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter, quand on vous a montré un petit peu l'exercice qui a été fait pour les intersections, c'est parce que voilà, quand il y a beaucoup d'intersections, c'est ça qui incite à la marche et les piétons à fréquenter les lieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter la part du déplacement actif. Merci, Jemila. Je pense que Perrine souhaiterait ajouter un complément d'information à cette réponse. Oui, ce que Jemila disait, c'est évidemment très important pour assurer une bonne desserte au niveau des transports en commun. Il faut mentionner aussi qu'il y a plusieurs projets à l'étude au niveau pour améliorer la desserte est-ouest, notamment sur Concorde Notre-Dame, où il y a un service un bus à haut niveau de service qui est prévu, qui est projeté, et aussi dans le projet phare du réaménagement du boulevard Saint-Martin, on projetterait aussi une infrastructure de transport de type peut-être tramway qui pourrait vraiment renforcer en fait la desserte non seulement au centre-ville, mais dans tout l'axe nord-est-ouest de Laval aussi. Donc de rattacher tout ça aux autres quartiers de Laval en périphérie du centre-ville. Merci, Perrine. Nous avons Sylvie, je n'ai pas de nom de famille, mais Sylvie a levé la main. Donc, Sylvie, si vous êtes toujours avec nous, je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra, si vous le souhaitez. Oui, bonjour, Sylvie Rochon. On parle depuis tantôt, on dit qu'on n'a pas d'échéancier, on parle de 50 à 75 ans. On parle d'enjeux avec des propriétés privées au niveau des centres d'achat. Je comprends. On parle aussi comment faire la rétention de nos jeunes qui quittent lorsqu'ils ont 18-20 ans pour aller à Montréal. Donc, je me demande, est-ce qu'on pourrait déjà penser à prioriser certains projets? Puis, est-ce que vous avez déjà pensé ralentir certains projets qui répondent pas à l'avenir de ce que vous souhaitez avoir dans notre centre-ville? Moi, j'habite tout près des Galeries Laval, du quartier Laval. Il y a Espace Montmorency qui est en train de se construire. Il n'y a pas d'espace vert, il n'y a que des grands condos. Il n'y a pas de rue piétonnière. Et tout ça est en train de se construire présentement. Fait que ça m'inquiète un peu de voir tout ce qui se construit, puis de voir ce qu'on va avoir à peut-être renégocier dans 30-40 ans. Ça me fait un peu peur comme projet. J'ai pas l'impression qu'on a les mains sur le volant puis que concrètement, on va pouvoir prioriser certains projets rapidement. Merci, Madame. Jemila va répondre à votre question. Je comprends un petit peu vos craintes, le fait que oui, ça se construise rapidement, qu'on voit plus des bâtiments émerger plutôt que des rues verdies, ou aussi que peut-être les projets sont pas assez verdis à votre goût. On les partage. On pense que justement, on va se doter d'outils qui vont permettre, parce que la densité, le revers de la densité, c'est d'offrir des espaces verts, des espaces ouverts. Ce que tout le monde ne semble pas
saisir le concept, mais le concept, c'est ça. On vous permet d'aller en hauteur, mais pouvez-vous avoir des espaces verts au sol, faire de la place un petit peu pour que ça respire un petit peu tous ces bâtiments et ces tours. Et on s'en va vraiment vers ce type de vision-là pour les projets privés. Pour les projets publics, oui, il va falloir vraiment qu'on aménage ces rues-là parce qu'on les veut justement qui permettent aux résidents d'en profiter, de déambuler dans le centre-ville et pas uniquement d'habiter des tours. Donc l'idée, oui, c'est d'avoir l'équilibre. C'est vraiment l'intention. On est maintenant dans le détail. C'est pour ça qu'on dit qu'on continue à travailler dessus au niveau des balises d'aménagement, au niveau des normes aussi aussi bien pour la partie privée que publique. Donc, on est vraiment là-dedans. On va y aller progressivement, mais l'idée, c'est de se doter, d'avoir un centre-ville qui respire aussi. Merci, Jimila. Claude Robert de la Place Belle nous demande: est-ce que la Ville planifie aménager et devenir propriétaire d'espaces de stationnement afin d'améliorer l'offre de services à proximité de la Place Belle? Je vais demander à mon collègue Jean-Sébastien Audet de répondre à cette question, s'il vous plaît. C'est sûr que la question du stationnement, c'est un enjeu important. Présentement, on a beaucoup d'espaces de stationnement, comme qui a été mentionné précédemment par mes collègues au centre-ville. Beaucoup d'espace est occupé par des places de stationnement. Donc, l'idée est de mutualiser un peu ces espaces pour en faire bénéficier un peu tout le monde, puis éviter effectivement les débordements dans les quartiers résidentiels. La Ville s'est dotée d'une politique de stationnement l'an dernier. Maintenant, cette année, elle élabore son plan d'action pour un déploiement prochainement. Donc, il y a plusieurs intentions là-dedans qui sont énoncées, dans lesquelles, justement, la Ville vise à optimiser ces espaces pour répondre à l'ensemble des besoins. Il y a une refonte réglementaire également qui est en cours, qui va préciser ces choses-là. Mais effectivement, l'intention est d'avoir des stationnements qui seront davantage partagés, ce qui seront publics, privés. On n'est pas encore rendu à ce détail-là pour la question du centre-ville nécessairement. Mais oui, c'est clair qu'il va y avoir des interventions qui devront être faites là, pour mieux partager ces espaces. Merci, Jean-Sébastien. Je pense que Jimila aimerait ajouter un complément d'information. En fait, je veux renchérir sur ce que dit Jean-Sébastien. Oui, l'idée, c'est vraiment la mutualisation dans un centre-ville. C'est vraiment un petit peu la stratégie qui est privilégiée. Et même tous les futurs bâtiments qui vont être dotés de 2-3 niveaux de stationnement souterrain, ils devraient pouvoir offrir du stationnement à des visiteurs ou du stationnement. C'est un petit peu l'approche que font la plupart des centres-villes. Est-ce qu'il y a un stationnement étagé qui serait envisageable? C'est des choses pour lesquelles je pense qu'on réfléchit, surtout dans le secteur Montmorency. Il en était question, mais ça continue, ça fait l'objet de réflexion. Mais on l'a vraiment en tête. L'idée, c'est de capter le plus possible au niveau des nouveaux projets, mais en même temps, peut-être avoir un stationnement étagé pour le centre-ville, peut-être quand ça sera plus à maturité, mais l'idée, c'est d'en offrir, c'est sûr. Merci, Jimila. Nous avons Nicolas Lemire qui nous dit « Très belle présentation et belles orientations. J'adore. La plateforme végétalisée au-dessus de l'A15 est un geste très fort sur le plan urbain et j'espère réellement voir ça se concrétiser. Concernant l'orientation de mobilité, un tram hypothétique était mentionné. Est-ce qu'il s'agit d'une simple vision ou est-il question d'une véritable proposition sur laquelle planche la Ville et ses services, la STM ou la RTM? » Perrine a une réponse à cette question. En fait, la STM la STL plutôt est au courant de notre volonté, je pourrais dire, mais il n'y a pas vraiment de discussion sérieuse par rapport à l'élaboration d'un projet. On n'est pas du tout aux plans et devis, c'est certain. Par contre, c'est sûr que c'est un mode de transport que nous, on privilégie beaucoup parce que ça va vraiment pouvoir favoriser justement le redéveloppement aux abords du boulevard. Évidemment, c'est un projet qui nécessiterait aussi l'implication des autres paliers de gouvernement. Mais donc, pour l'instant, c'est une volonté très forte de la Ville. Et donc, c'est sûr qu'il y aura des pourparlers et d'autres discussions à avoir avec la STL et les autres paliers de gouvernement à ce niveau-là.
Merci, Perrine. Juste pour votre information, nous avons encore 20 questions ou prises de parole en attente. Donc, lorsqu'il y a des questions qui ont déjà été répondues au préalable, on va passer à la prochaine. Alors, on a M. Daniel Durand-Lot qui nous demande « Bonjour, quelles sont les intentions de la Ville de Laval pour le terrain du Trait-Carré qui se trouve dans notre centre-ville? Laval a besoin d'un parc urbain semblable au Centre de la nature. Je pense qu'ici, dans notre centre-ville, l'occasion est unique pour en faire un extraordinaire parc central avec voies d'eau, faune, flore, etc. » Et pour répondre à cette question, j'inviterai ma collègue Geneviève Bédard du service de l'environnement à prendre la parole. Oui, bonjour, M. Durand-Lot. Effectivement, le Trait-Carré, c'est un terrain, un grand terrain de centre-ville qui a été acheté l'an dernier. Et puis, ça fait partie du grand projet, comme ma collègue Jemila en parlait tantôt, de relier les différents milieux naturels du centre-ville. On a cette chance-là à Laval d'avoir des milieux naturels encore en bon état au centre-ville. Donc, notre but, c'est de les relier et puis chacun de ces bois-là devient un peu un ancrage à notre trame verte et bleue. Donc, dès l'an prochain, il y a des études potentielles de mise en valeur qui vont être mises en place, dont toute la caractérisation des milieux naturels au bois du Trait-Carré. Et puis, il y aura des consultations à ce moment-là qui pourront suivre en 2021. Mais effectivement, c'est un bois où la Ville s'est engagée à préserver et à mettre en valeur ce bois. Merci beaucoup, Geneviève. Nous avons M. Pierre Antian qui lève la main, donc qui souhaite prendre la parole. Alors, M. Antian, je vous invite à ouvrir votre micro, activer votre caméra si vous le souhaitez et nous poser votre question. Oui, bonsoir. Bravo pour la présentation. J'aimerais revenir à la mutualisation du stationnement. Évidemment, ce seront des stationnements qui ne seront pas gratuits. Donc, comment est-ce que vous pouvez, puisqu'ils ne seront pas gratuits, comment pensez-vous que les gens, pourquoi croyez-vous que les gens vont les utiliser alors que de l'autre côté du boulevard de la Concorde, ils ont des stationnements gratuits dans les quartiers résidentiels? Donc, j'aimerais que vous conciliez un petit peu ça au niveau de la mutualisation. Puis au niveau de la circulation maintenant, la question du citoyen tout à l'heure était intéressante sur le raccordement du boulevard du Souvenir. On est là depuis, on vit dans le centre-ville depuis 10-11 ans. Puis M. Vaillancourt et notre conseillère municipale, Mme Griset, nous avaient parlé que la ville était favorable pour ce raccordement. En fait, j'ai même des cartes de la ville où il y a des pointillés qui démontrent qu'effectivement, vous prévoyez à l'époque de faire un raccordement avec le boulevard du Souvenir. Puis je sais que M. Demers, quand il a été élu, il en parlait aussi. Puis là, il y a eu une mobilisation qui fait qu'ils veulent préserver le boisé du Souvenir, c'est très bien. Sauf qu'on peut très bien le préserver, le boisé, c'est juste peut-être 20% ou 15% qui serait utilisé pour le raccordement. Parce que ce centre-ville, là, c'est comme un L. Puis si vous l'inclinez un peu, ça devient un cœur. Puis ce cœur, c'est comme s'il y avait deux grosses artères qui étaient bouchées. Il y a énormément de pression sur le boulevard Saint-Martin et sur le boulevard de la Concorde. Et ça prendrait une artère pour... Il a un problème cardiaque, ce centre-ville. Et là, j'ai évalué à peu près 55 000 personnes, des étudiants, des consommateurs, des visiteurs, des travailleurs qui viennent. Puis ça ne va pas s'améliorer. Il va y avoir encore... Il y a l'espace Montmorency qui arrive. Il y a les 2 gratte-ciel d'Urbania 2. Il y a tout votre projet. Je ne vois pas comment on peut se passer d'un raccordement du boulevard du Souvenir. Comment conciliez-vous ça? Parfait. Merci beaucoup, M. Antian. Donc, deux volets à votre question pour le stationnement payant versus la gratuité du stationnement. Je vais inviter mon collègue Jean-Sébastien à répondre à cette question. Et puis, pour le raccordement du Souvenir, Perrine prendra la réponse. Jean-Sébastien? Oui, bonjour. Effectivement, merci pour la question. On est très sensible à l'envahissement du stationnement dans le quartier résidentiel au sud. C'est pourquoi la Ville a mis en place un système de vignettes pour protéger les résidents dans ces secteurs. Avec la venue de la Place Belle, les heures d'interdiction ont été étendues de 8 heures jusqu'à 20 heures pour éviter l'envahissement aussi lors de la tenue d'événements, de spectacles.
Et la Ville regarde aussi la possibilité d'étendre ces zones, en fait, à une plus grande échelle pour s'assurer que les citoyens du secteur soient protégés. Des relevés de stationnement aussi sur rue ont été effectués dans tout le quartier au sud pour nous assurer de vraiment aller chercher les endroits où il y a du débordement, justement, à cet effet-là. Pour ce qui est, je peux peut-être parler aussi un petit peu de la deuxième question qui interpelle la mobilité, qui effectivement, le point la question est très bonne. On veut vraiment, avec le centre-ville, miser sur les modes alternatifs de transport à la voiture. C'est pourquoi on veut travailler des liens très forts au niveau de la mobilité active. On parlait de l'axe du souvenir, justement. Il a été évoqué que la Ville étudiera la possibilité de faire une passerelle ou un tunnel pour traverser la voie ferrée, pour faire un lien mobilité active dans l'axe du souvenir, un axe qui s'étend sur plus de 10 km entre le centre de la nature et le secteur jusqu'à près de l'autoroute 13. Donc, ça pourrait devenir un axe de mobilité active très, très fort en parallèle de Saint-Martin et Concorde, qui sont des plus grandes artères. Donc, le transport collectif, évidemment, jouera un très grand rôle pour permettre une meilleure desserte du centre-ville, d'où l'intérêt et l'intention qui est présentée aujourd'hui pour avoir du transport collectif fort sur Saint-Martin, sur Concorde, Notre-Dame, pour permettre de déplacer plus de gens de façon confortable vers le centre-ville. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On passe à une question de Amel Bédek qui demande « Avez-vous anticipé l'impact que cette revitalisation du centre-ville aura sur les autres quartiers, sur les déplacements notamment, ainsi que sur la vie de quartier? Pensez-vous, par exemple, qu'il y aura un exode des commerces locaux ou des résidents à partir des autres quartiers? » Et pour répondre, je vais inviter ma collègue Perrine à prendre la parole. En fait, je pense qu'il faut vraiment entrevoir le centre-ville avec les autres pôles de quartier de manière complémentaire. De toute façon, ça répond à des besoins qui sont quand même différents à un certain niveau. On est à une échelle plus locale au niveau des quartiers. Évidemment, on veut essayer d'implanter plus de commerces de proximité au centre-ville, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, le centre-ville, c'est souvent la locomotive d'une ville. Et donc, les retombées fiscales du centre-ville vont aussi pouvoir être réinjectées dans les différents quartiers de Laval. Donc, il faut vraiment les voir de cette manière-là. Je pense pas que l'un enlève quelque chose à l'autre. Je pense qu'il va falloir aussi intervenir de manière peut-être plus, comment dire, travailler autant dans les quartiers. Et je pense qu'on le fait quand même. On a déjà 2 PPU qui sont en cours, soit pour le PPU du secteur quartier et aussi pour le PPU Sainte-Rose. Et il y aura probablement d'autres démarches aussi de planification détaillée dans les autres quartiers là, de Laval. Donc, je pense qu'il faut les appréhender de manière complémentaire et les deux approches ont des choses différentes à offrir. Merci beaucoup, Perrine. Juste pour votre information, on répond actuellement aux questions qui ont été posées à 19h44. Donc, on va répondre aux questions qui ont été posées jusqu'à 20h10 pour pouvoir répondre au plus de questions possibles. Alors, on a une question de Camille qui demande au sujet du REM, est-ce que c'est certain que le développement vers Laval se réalisera? Et si oui, à quelle année est-il estimé d'être complet? Jean-Sébastien, je pense que tu peux répondre à cette question. Oui, merci pour la question. Effectivement, le projet de prolongement, une antenne du REM près de l'axe de l'autoroute 15 est un projet qui a été annoncé dans le projet de loi 66 du gouvernement du Québec. Donc, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur l'échéancier et tout autre détail sur ce projet, mais évidemment, c'est un projet qu'on suit avec très, très grand enthousiasme qui pourrait avoir un impact majeur sur le centre-ville. Merci, Jean-Sébastien. Lise Lavoie nous pose une question sur le stationnement. Avez-vous songé à un parc de stationnement automobile incluant camions 4x4, etc., qui éviterait le débordement dans les quartiers résidentiels adjacents et non nécessairement adjacents? Donc, j'imagine que Mme Lavoie vous parlez de stationnement incitatif. Jean-Sébastien, je vais te demander de répondre à la question, s'il te plaît.
Oui, bien, on en a parlé un petit peu tantôt. Effectivement, il y a eu un peu la même question, à savoir si la ville compte aménager davantage de stationnement au centre-ville pour les événements et tout ça, pour éviter le débordement dans les secteurs résidentiels ou pourtour. On a présentement un stationnement quand même public pour le métro Montmorency qui est quand même assez substantiel. On a beaucoup d'espaces de stationnement dans le centre-ville. Donc, comme spécifié précédemment, vraiment l'intention, essayer de faire une mutualisation de ces espaces pour essayer de faire profiter un peu tous les usagers, puis faire une complémentarité entre les différents usages. Parce que des fois, il y a de l'usage qui est fait de soir, d'autres fois de jour. Donc, plutôt que de dédoubler des espaces qui sont occupés partiellement de jour, de soir, bien, on va avoir un espace qui va être occupé plus souvent pour redonner de l'espace aussi, pour reverdir le centre-ville qui en a grandement besoin. Donc, tout est possible. On n'est pas encore rendu à ce détail-là, savoir est-ce que la ville va avoir un stationnement, est-ce qu'il va être privé, public, etc. Comme Jamila le mentionnait tout à l'heure, certainement que différents scénarios vont être regardés plus dans le détail suivant l'adoption du PPU. Merci, Jean-Sébastien. Et ne va pas trop loin puisqu'on a 2 questions qui s'adressent à toi également. Je vais résumer puisque la question est quand même assez longue. Donc, dans la première portion de la question, on demande pourquoi est-ce que le futur lien est-ouest du REM est présentement prévu sur la 440 plutôt que sur le boulevard Saint-Martin. Et dans le deuxième temps, la question dit « La Ville de Laval a déjà annoncé avoir l'intention de prolonger le boulevard Saint-Martin jusqu'à Saint-François vers l'est. Est-ce qu'elle prévoit faire la même chose à l'ouest où le boulevard finit présentement en cul-de-sac afin de permettre aux résidents de l'ouest d'accéder efficacement au centre-ville? » Donc, Jean-Sébastien, je te laisse répondre à ces 2 questions. Oui, merci pour la question. Effectivement, je vais commencer peut-être par la deuxième. Oui, si vous regardez au schéma d'aménagement de la Ville de Laval, effectivement, le boulevard Saint-Martin, il est prévu de le prolonger, du moins de l'élargir à l'ouest de la 100e avenue jusqu'au Mont-Laval. Évidemment, présentement, il se termine au Mont-Laval, tel que spécifié au schéma en raison du territoire en agriculture à l'ouest. Pour ce qui est de la question du REM dans l'axe de l'autoroute 440, c'est un projet évidemment qui relève du gouvernement du Québec et non pas de la ville. Mais évidemment, on retient votre idée. Effectivement, l'intention d'ailleurs a été présentée dans un des projets forts d'aujourd'hui de faire un geste très fort sur le boulevard Saint-Martin. Comme vous le dites, c'est un axe quand même très long qui parcourt une bonne partie de Laval d'est en ouest. Donc, il est clair que la Ville a des intentions d'améliorer le transport collectif par une infrastructure lourde. Évidemment, des discussions devront avoir lieu avec notre grand partenaire dans ce dossier, la STL et les autres paliers gouvernementaux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On a Mathieu qui nous demande, en ce moment, est-ce qu'il y a une idée d'aménager une tour d'observation emblématique? Ceci dans le but d'établir un point de repère à travers le centre-ville et d'offrir un point de vue remarquable sur les alentours pour les citoyens et les visiteurs. Dans le cas contraire, serait-il envisageable de penser à l'implantation d'un tel bâtiment? Et pour répondre à la question, Perrine va prendre la parole. Écoutez, ça peut être envisageable. Par contre, pour l'instant, je vous dirais qu'il n'y a pas de plan précis à cet effet-là. Je pense que dans certains cas, les hauteurs permises au centre-ville pourront envisager ce type de bâtiment-là, peut-être sur des terrains privés. Ça reste quand même une idée intéressante, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise à vous donner pour cette question-là. Peut-être que ma collègue Jamila voudrait compléter. En fait, oui, c'est un bon point. La manière dont on le voit, vraiment, comme je dis encore une fois, on est vraiment en train de réfléchir là-dessus. C'est vraiment un vaste territoire, juste pour vous dire. Par exemple, pour le parc La Coulée Verte, on prévoit justement des moments d'observation qui seraient vraiment intégrés dans l'aménagement paysager ou des tours d'observation. Ça, c'est quelque chose, je pense que même dans les images d'inspiration, on l'a mis. Par contre, pour l'ensemble du centre-ville, c'est vraiment la réflexion sur les hauteurs et notamment
c'est pas peut-être dans le sens observation, mais dans le sens d'avoir des repères visuels à des moments clés ou à des endroits clés qui viendraient justement mettre l'accent sur la présence du centre-ville. Si on a toujours un petit peu des tours en tête à New York ou dans d'autres villes ou à Toronto, c'est vraiment l'idée d'avoir peut-être des repères visuels pour les tours, mais en tant qu'observatoire, on pense vraiment plus les intégrer dans des espaces comme la Coulée Verte, le Carré Laval, qui pourraient être de bons éléments. Ça pourrait être aussi ailleurs, mais au niveau du centre-ville, c'est peut-être au niveau de ces lieux emblématiques qu'on pourrait vraiment venir renforcer, implanter ces éléments-là, mais c'est une très bonne suggestion. Merci. Merci, Jimila. Nous avons Marco Di Virgilio qui nous demande si des caméras de sécurité vont être installées dans ces nouveaux emplacements. Perrine, peux-tu prendre la question? C'est sûr que la question de la sécurité en général au centre-ville nous préoccupe. Des caméras, je pense qu'il y en a déjà à plusieurs endroits présentement au centre-ville. Quand vous parlez de ce nouvel emplacement-là, j'imagine que vous faites référence peut-être aux différents projets phares. Je vous dirais que là, dans le cadre du PPU, c'est pas le genre de questions qu'on adresse, mais j'imagine qu'il y aura évidemment là, une réflexion lorsqu'il y aura la conception du projet et qu'on arrivera à un niveau beaucoup plus micro au niveau du design et de la planification du projet. Mais dans le cadre du PPU, je vous dirais, c'est pas quelque chose qu'on prévoit là, à ce stade-ci. Merci, Perrine. On a Julie Tremblay qui nous fait un commentaire, en fait, nous dit que le projet de la High Line à New York peut aussi vous inspirer pour la passerelle. En effet, c'est bien noté. Mes collègues considère que c'est un projet très inspirant à cet égard et votre commentaire est bien pris en compte. Merci beaucoup. On poursuit avec Annie Sapin-Leduc qui demande « En ce qui concerne la densification des aires Todd autour de la station de métro et de la gare Concorde, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Un des sites les plus stratégiques. » Je vais laisser ma collègue Perrine répondre à la question. Écoutez, en fait, oui, ça fait partie de nos intentions. C'est peut-être pas quelque chose qu'on a vraiment réussi à traduire aujourd'hui lors de la présentation, mais on a des obligations, effectivement, d'identification aux abords des aires Todd, en fait, de Concorde et de Montmorency, là, qui touchent spécifiquement le secteur du centre-ville. Mais oui, on va effectivement assurer l'identification le long de ces secteurs, autour de ces secteurs-là. Merci beaucoup. On a une question sur le boisé du Trait-Carré, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Ma collègue Geneviève Bédard a parlé des intentions pour ce secteur. Donc, on va passer à une question de Gabriel Stoïkovici. Est-ce que Ville de Laval compte prolonger l'aménagement cyclable et piétonnier présent actuellement sur le boulevard de la Concorde entre l'autoroute 15 et le boulevard de l'Avenir plus à l'est, par exemple, jusqu'à l'aire Todd de la Concorde? Je vais laisser mon collègue Jean-Sébastien Audet répondre à cette question. Oui, excellente question. Effectivement, dans le plan directeur du réseau cyclable et piétonnier, il y a une intention claire. Le boulevard de la Concorde, l'axe Concorde-Notre-Dame, en fait, est un axe vraiment stratégique dans le cadre du plan directeur pour améliorer la mobilité active. Comme vous le savez, il y a une grande part de la population lavalloise qui habite au pourtour de cet axe qui fait aussi encore plus long que justement le boulevard Saint-Martin dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a déjà certaines portions qui ont été aménagées, parfois de façon transitoire, parfois de façon permanente, justement comme plus près de la place Belle, puis pour traverser l'autoroute 15 via le tunnel aussi que vous pouvez voir sous la bretelle pour accéder à la 15 Sud à partir du boulevard Notre-Dame. Actuellement, de façon transitoire, les voies réservées dans la réglementation de la Ville de Laval pour autobus sont accessibles, à l'exception des voies centrales comme le Corbusier
cyclistes. Donc, il y a cette possibilité-là à très court terme. Il y a des bandes cyclables qui ont été aménagées également entre le boulevard Laval et l'avenue Ampère. Vous avez peut-être vu aussi cet été le grand chantier sur Ampère qui prévoit l'aménagement ou la reconfiguration et le prolongement des pistes cyclables sur cet axe. Et dans le projet de loi 66 dont on a parlé tout à l'heure, il y a également un projet de BHNS sur l'axe de bus à haut niveau de service sur cet axe Concorde-Notre-Dame qui vise à mettre une infrastructure de transport collectif plus structurante, mais également profiter de cette occasion pour aménager des pistes cyclables et élargir les trottoirs sur l'ensemble du corridor là, pour aller du centre-ville, mais vers les quartiers, vers l'est jusqu'à Saint-Vincent et vers l'ouest jusqu'à Chemédé et éventuellement Sainte-Dorothée. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour cette réponse très complète. On poursuit avec François Larreau, qui nous fait un commentaire. Votre vision d'augmenter le nombre de rues et de voies de circulation me laisse très perplexe. Je ne comprends pas comment cet aspect du développement proposé peut être compatible avec l'objectif de réduction des GES adopté récemment par la Ville, ni comment cet aspect peut mener à une meilleure qualité de vie globale, entre autres en considérant les aspects de la qualité de l'air et de la cohérence de la dite trame verte, ni comment cela contribuera à la promotion de transports actifs à faible impact sur l'environnement. Merci de m'éclairer à ce sujet. Je vais laisser ma collègue Perrine Lapierre répondre à la question. Peut-être Jimila va vouloir faire un complément d'information après. Oui, donc en fait, pour nous, c'est pas incompatible. Comme on l'a dit, la trame de rue, c'est pour favoriser une meilleure perméabilité de la trame urbaine. Quand on parle de perméabilité, c'est aussi de favoriser les transports actifs qui sont plus efficaces, donc offrir des différents itinéraires aux différents usagers. Donc, ça ne veut pas dire pour nous plus d'automobiles nécessairement sur le réseau. Ça peut aussi permettre de mieux drainer aussi la circulation automobile, donc et ainsi éviter justement des bouchons de circulation là, sur certains axes. Donc, pour nous, en fait, c'est ça, c'est aussi de promouvoir plus de liens actifs, de rues partagées, de voies piétonnes au centre-ville là, pour supporter davantage la mobilité active. En fait, en complément de la réponse de Perrine, oui, c'est ça. En fait, présentement, c'est quand même des espaces très minéralisés. L'idée, c'est d'avoir des liens pour les piétons. C'est pas nécessairement d'encourager les véhicules, mais je vous comprends parce que rue égale véhicule, mais c'est égal aussi piéton. Et plus on va avoir ces alternatives-là pour des usagers autres que les automobilistes, et plus on va avoir de piétons et peut-être moins d'automobilistes pour se déplacer, en tout cas au moins dans un certain périmètre. Et l'idée présentement aussi, c'est d'avoir des rues qui seront plantées. Donc, on a quand même l'occasion de verdir plus. Et même au niveau des futurs développements, l'idée, c'est de verdir aussi. Donc, on veut quand même renverser cette tendance qu'on a qui est vraiment à la minéralisation présente, que ce soit au niveau des bâtiments ou au niveau du sol. C'est de venir vraiment de verdir un peu plus et ne pas nécessairement faire tous les déplacements en voiture. Présentement, les déplacements se font plus en voiture que piétons. Et les GES, oui, mais les GES, il y a aussi d'autres réponses à donner. Donc le verdissement, le pourcentage de verdissement, la façon dont on conçoit les rues, parce que c'est sûr, si on conçoit toujours des pistes de course, ça va être plus facile pour les véhicules et peut-être moins pour les piétons. Donc il y a vraiment une façon, après, comme on dit, ça va être dans le détail des aménagements que ça va se refléter, l'intention vraiment d'avoir plus des liens adaptés aux piétons plutôt qu'aux véhicules. Merci beaucoup, Perrine et Jimila, pour ces explications. Nous avons Julie Tremblay qui nous demande « Avez-vous une estimation du nombre de nouvelles unités résidentielles ou projection de la croissance de la population? Quelle est la densité résidentielle prévue? » Et pour répondre à la question, ma collègue Perrine Lapierre va prendre la parole. Pour l'instant, on est en train justement de faire toutes ces projections-là, d'évaluer en fait le nombre de logements potentiels que pourrait accueillir le centre-ville de Laval. Selon les projections démographiques et tout ça, on pouvait évaluer à peu près à plus ou moins 30 000 logements là, dans toute la ville d'ici 2031. Mais pour ce qui est du centre-ville, à ce stade-ci, c'est encore trop prématuré. Là. Ça serait difficile de vous donner une réponse exacte.
Merci beaucoup, Perrine. On a Francis Forget qui nous demande « Bonjour, qu'est-ce qui est prévu avec le terrain vacant devant le métro Montmorency, la rue Jacques-Tétrault? Est-ce que c'est le lieu envisagé pour la future bibliothèque? » Est-ce que, Jimila ou Perrine, vous avez des éléments d'information sur cela? Il y a moi, je sais qu'il y a des projets qui sont à l'étude, mais honnêtement, là, pour l'instant, on ne peut pas s'avancer plus que ça. C'est vrai que c'est des terrains villes, mais il y a une réflexion qui est en cours. Je ne pourrais pas en dire plus. Peut-être que Perrine ou quelqu'un d'autre peut compléter. En fait, le terrain qui est face au métro Montmorency, ce qui est pressenti là, c'est la bibliothèque centrale et aussi éventuellement à la proximité, le centre de création artistique. Donc oui, il y a des projets là, qui sont prévus à cet endroit-là. Merci beaucoup, Perrine. François Goudreau nous dit un commentaire, il félicite Sylvie pour son intervention sur les constructions actuelles. C'est pour ça qu'il demandait le pourcentage actuellement construit pour mettre en évidence que le centre-ville est déjà pratiquement terminé. Donc, merci, monsieur, de votre commentaire, c'est bien noté. Claude Robert de la Place Belle nous demande, avec la fin du projet Espace Montmorency du groupe Montagny dans un horizon de 2 ans, est-ce que la Ville compte réaliser la bretelle d'accès à la 15 Nord en provenance de la Concorde Ouest dans un horizon de court terme afin de désengorger l'intersection Le Corbusier et Claude Gagné lorsqu'il y a des matchs et événements? Pour répondre à la question, je vais demander à mon collègue Jean-Sébastien Audet de prendre la parole. Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, la Ville, dans le cadre du projet d'implantation de la Place Belle, a fait des analyses au niveau de la circulation pour bonifier, pour mieux encadrer les événements et tout ça. Donc, vous avez vu le premier geste qui a été effectué avec le réaménagement de Concorde Notre-Dame avec les bretelles d'autoroute 15 Nord. Il y avait une phase 2 qui a été débutée à ce moment. En termes d'études, de tracés, tout ça, pour prolonger, en fait, pour le nouveau carrefour qui a été créé entre Concorde et la sortie de l'autoroute 15 Nord. Actuellement, on n'a pas, je ne peux pas vous annoncer l'échéancier pour la suite des travaux. Les plans et devis n'ont pas encore été réalisés pour cette deuxième phase. Donc, dès que ce sera réalisé, on pourra vous en dire plus. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Firas Trabulsi nous demande, bonsoir, est-ce que la passerelle reliant la rue Robert-Élie à la station de la Concorde se finalise prochainement? Écoutez, je vous rappelle que l'activité de ce soir est sur la planification du centre-ville, donc le secteur de la Concorde n'est pas concerné par le territoire du centre-ville, donc je pense qu'on va passer à une autre question. Camille nous demande, à la place de mettre de longues barrières pour séparer les routes sur les boulevards Corbusier et du Souvenir, pourquoi ne pas planter plus d'arbres à la place de ces affreuses barrières? Merci. Donc, est-ce qu'on pourrait... peut-être que mon collègue Jean-Philippe Groux pourrait prendre cette question? Oui, en fait, mon nom est Jean-Philippe Groux, je travaille pour la division des parcs et espaces verts aux travaux publics. C'est une question qui réfère beaucoup plus à mes collègues de foresterie. Il y a beaucoup d'enjeux et en fait, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que là, en ce moment, on parle beaucoup à un niveau très macro. Comme M. Boyer disait au début, on a illustré un désir, mais ça, c'est des intentions micro. Il y a des solutions qui sont proposées dans le plan directeur de foresterie, par exemple. On veut rajouter beaucoup d'arbres, dont dans le centre-ville. Il y a des cibles qui sont à atteindre et l'embellissement de nos nombreux boulevards et aussi augmenter les services écosystémiques à travers la ville font partie de ceux-ci. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner directement pour ce projet-ci, mais c'est dans la vision de la ville. C'est en ligne avec la vision urbaine de la nature aussi. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces informations.
Eh bien, écoutez, ça met fin à notre période de questions et de commentaires. On est passé à travers les questions et les mains levées dans le chat. Donc, je vous remercie de votre collaboration à cet égard. J'en profiterai pour donc vous rappeler que, la présentation de ce soir ainsi que la vidéo de la soirée vont être disponibles sur le site Repensons Laval à l'adresse que vous avez à l'écran. Je vous invite également à aller sur le site et à commenter les 6 projets phares qui vous ont été présentés ce soir. Vous avez 2 semaines à partir d'aujourd'hui pour le faire. Ça va nous être bien utile de savoir, premièrement, ce que vous pensez de ces projets, mais également si vous avez des idées pour les rendre plus à vos couleurs ou si vous avez des préoccupations quant à ces projets. Ça va nous faire très plaisir de les avoir, de les entendre. Par ailleurs, si vous avez des questions aussi à nous poser, vous pouvez communiquer avec vous par le biais de Repensons Laval. Sur ce, moi et mes collègues vous remercions de votre participation et on vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci.